Avec Faiza Zerwala, nous recevons pour ce tire-ta-langue Sophia Aouine, qui publie un premier roman aux éditions de La Martinière, Rhapsodie des oubliés. Sophia Aouine, vous refusez les étiquettes, en disant, d'ailleurs c'est une rime assez riche, que les étiquettes feraient de vous une Cosette. Et vous refusez les étiquettes au point de travailler un premier roman qui n'est pas celui que vous auriez dû écrire, puisque vous étiez programmé pour écrire un roman. Votre vie est un roman, 20 ans placé, aide sociale, etc. Donc on attendait un roman qui raconterait cette histoire que vous avez vécue. Or, j'ai l'impression que vous dites que pour écrire, il faut passer par un tamis, et ce roman, il viendra à son heure. Là, vous avez précisément voulu faire œuvre littéraire en transposant. Une transposition en musique. Et bien là, on reparlera de la musique tout à l'heure à propos de votre style. Là, la transposition est double. Premièrement, le héros qui parle. Le « je » est un garçon de 13 ans. Et deuxièmement, alors que vous connaissez davantage Stein que Paris, vous vous êtes fixé sur un quartier où vous n'avez peut-être jamais vécu très longtemps, qui est le quartier de la Goutte d'Or. Or, moi qui y ai vécu, rue Pierre-l'Ermite, c'est drôle parce qu'à la Goutte d'Or, on donne une rue, il y a le nom d'une rue, vous savez qui c'était Pierre-l'Ermite, c'est un homme qui a prêché la croisade. Passionnant, la Goutte d'Or. Eh bien, je l'ai reconnu, mon square Léon, ma rue Léon, la rue Mira, etc., etc. Et je voudrais, pour comprendre comment vous avez travaillé, que vous commenciez par, si vous voulez bien, nous lire un extrait de Rhapsodie des oubliés. Ma rue a la gueule d'une ville bombardée, une gueule de décharge à ciel ouvert, une rue qui ne dort jamais, où les murs ressemblent à des visages qui pleurent, des murs qui n'ont jamais été blancs et qui semblent hurler sur toi quand tu passes devant. Je suis arrivée dans ce bordel il y a à peine 3 ans et j'ai déjà l'impression d'avoir vieilli de 10 piges, rien qu'en me posant sur le banc du square Léon, juste à regarder les gens. Les enfants ont l'air de centenaires, des yeux de vieux sur des gueules d'anges, surtout les petits noirs. On dirait qu'à force de vivre les uns sur les autres, ils ont une âme pour 5. Ce n'est pas de leur faute, je sais, c'est vrai. Mais avant de vivre ici, j'en avais jamais vu. Mon nouveau pote de l'école, le fils du marabout de la mosquée Poulet, dit toujours au prof de français « Ta France, garde-la, c'est pas à nous ». Tu vas te demander pourquoi un blédard comme moi, pardon, un primo-arrivant, comme dit la grosse du service social, c'est tout ça. Je te dirais juste que je suis un esquiveur, je fais croire que je fais rien, je fais croire que je sais rien, comme ça ceux qui savent ce que je sais. T'as pas compris, c'est pas grave, tu pigeras plus tard. La mère dit toujours qu'on est des Arabes pas comme les autres, et même si on vit au milieu des Arabes, on n'est pas comme eux, on leur ressemble pas. Va savoir ce qu'elle veut dire par là, faudra m'expliquer. Je fermais un peu les yeux en vous écoutant, et vous avez un ton très France Culture, alors que le journaliste qui vient d'un autre milieu se plaît à prendre un accent, comme je suis en train de faire à l'instant, un peu démotique, un peu populaire. Un Nicolas de Morand, par exemple, il dirait la grosse du service social. Vous voyez, et vous, pas du tout. Et j'aimerais vous interroger là-dessus, sur cette espèce d'écart entre cette langue que vous créez dans ce roman et cette langue beaucoup plus châtiée, j'ai presque l'impression de m'entendre, que vous pratiquez à l'oral. J'essaye d'être audible déjà. Et puis, je ne suis pas sur la scène de la Comédie Française. Je ne suis pas la fille de Michel Simon ni d'Arletty pour prendre un accent populaire qui n'existe plus aujourd'hui. Et puis, non, c'est aussi une histoire de parcours. C'est-à-dire que moi, je suis à la fois issue d'un certain roman familial. On peut dire un chien sans pédigré comme chez Modiano. Et j'ai à la fois une culture assez classique, une culture que certains pourront dire germano-pratine, un mélange de passion pour Marguerite Duras, pour le cinéma de la Nouvelle Vague, et à la fois aussi pour la poésie urbaine. Et c'est ce qui fait, je pense, l'intérêt d'un pays comme la France, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une extrême modernité qui ne trouve pas son public, parce qu'elle est complètement inconnue, un peu, je dirais, hystérisée par les réseaux sociaux, un nouveau français que beaucoup de gens ne connaissent pas. Tout à l'heure, je lisais un article sur les réseaux sociaux. Le rap est la première musique écoutée en France.
Et dans les réactions des réseaux sociaux, qui sont toujours des réactions hystérisées, il n'y avait que des smileys avec des gens qui pleuraient ou des gens orange, c'est-à-dire des gens en colère. Et je me disais, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que cette musique-là, c'est la voix de la nouvelle génération et qu'on ne pourra pas faire sans. On est un pays de vieilles lettres et en même temps, je trouve que faire une sorte de symbiose des deux, c'était donner sa chance à un texte, donner sa chance aussi à peut-être une culture que j'incarne, entre guillemets, qui est celle d'une sorte de métissage, quoi. On ne peut pas être uniquement dans la littérature populaire, dans la littérature un peu plus pointue à la POL. On peut tout mélanger, je pense. Et c'est ça l'intérêt d'une société qui vit et d'une langue qui vit et qui ne meurt pas. Voilà. Dans ce roman, dès le titre, la couleur est annoncée, c'est la Rhapsodie des oubliés. Pourquoi est-ce que vous vous mettez d'emblée du côté des oubliés et qu'est-ce que vous vouliez raconter en se mettant vraiment auprès de la couche la plus basse de notre société? Qu'est-ce que vous vouliez raconter? Est-ce que vous mettez une vocation presque sociale dans l'écriture? Parce que l'un des écueils de la littérature dite populaire, c'est le côté soit littérature de dame patronesse, regardez ces pauvres, ou le misérabilisme. Comment vous arbitrez ces questions? Est-ce que vous y avez pensé déjà? C'est un quartier donc, dans lequel j'habite. C'est un quartier qui m'est apparu aussi un territoire de fiction intéressant pour multiples raisons. L'influence la plus grande que j'ai dans mon roman, c'est celle du roman naturaliste. Et en fait, la rue Léon dans laquelle j'ancre le livre, c'est la rue dans laquelle Zola a ancré l'Assommoir, dans laquelle Gervaise, qui venait de Plassans dans le sud de la France, évolue, dans laquelle, dans le premier chapitre de l'Assommoir, elle lave son linge. Aujourd'hui, le lavoir moderne parisien qui est rue Léon est l'endroit où le premier chapitre de l'Assommoir est, en fait. Dans le film de René Clément, de Gervaise aussi, c'est l'endroit où a été tourné le film. Donc Zola a ancré l'Assommoir pour raconter un roman qui est l'odeur du peuple et la langue du peuple. D'ailleurs, à l'époque, il a fait scandale. Et moi, l'intérêt pour moi, c'était de me demander comment le déterminisme social du XIXe siècle a évolué aujourd'hui. Il a évolué avec l'histoire de France, il a évolué avec l'histoire des mémoires, mais au-delà d'être un roman social, c'est un roman sur ce qui nous lie. La dernière phrase, sans déflorer le texte, la dernière phrase du prologue, c'est celle-là. Ce qui nous lie, ce sont les enfants que nous avons été. Et j'ai ancré mes personnages dans l'histoire d'un quartier. Tous les personnages qu'il y a dans mon livre existent ou auraient pu exister. Même si c'est de la fiction, l'idée c'était de tordre la fiction et de prendre ce qu'il y a de plus intéressant, pour moi en tout cas, dans ce qui traverse la société française. Et ce petit bout de Paris, il y a des couches de mémoire très intéressantes, en dehors de l'immigration maghrébine que tout le monde connaît. Il y a aussi, un peu plus loin dans le 18e arrondissement, la mémoire de la rafle du Vel-d'Hiv, que j'évoque dans mon livre. Il y a aussi les nouvelles migrations d'Afrique subsaharienne qui sont aujourd'hui, pour moi, qui ne changent pas dans le déterminisme social, même les migrants aussi, de ce que pouvaient vivre Gervaise, Coupeau et les personnages de Zola. Aujourd'hui, c'est la même chose. J'ai un personnage qui s'appelle Gervaise. Je me suis permise d'emprunter Gervaise. On va y revenir. Voilà. Mais j'ai eu envie, en fait, de rendre hommage à cette littérature-là, parce que je trouvais aussi que dans la littérature, entre guillemets, contemporaine de Paris, alors que Paris, c'est un des personnages principaux du livre, ça manquait de réel. Et en même temps, c'est pas du réel qui est de l'autofiction ou du documentaire. C'est pas du journalisme, c'est de la fiction. Mais voilà. Donc vous me tendez une perche en parlant de Zola. Ce qui est très frappant dans cet ouvrage, c'est les clins d'œil. Moi, j'identifie plusieurs sources. Donc bon, le plus évident, c'est Gervaise qui a une fille qui s'appelle Nana. Donc là, c'est quand même avec Gervaise de votre livre qui veut devenir, ouvrir une blanchisserie, Gervaise dont vous venez de parler qui va l'avoir. Enfin, les petits clins d'œil se nichent un peu partout. Et on relève aussi un clin d'œil, pour moi, qui est assez évident à La vie devant soi, avec justement Gervaise qui nous fait penser à Lola, la prostituée sénégalaise de La vie devant soi, le héros
Abad nous fait penser fatalement à Momo, Odette, un peu, il y a du Madame Rosa en elle. Donc comment enfin j'imagine que c'est quand même assez évident cette volonté de réaliser ces passerelles avec cette littérature très, très ancrée, mais comment on fait pour ne pas se laisser écraser par ces références et est-ce qu'elles ne phagocytent pas l'intégralité du texte ? Pour moi, ce qui était le plus important, je pense qu'on n'invente rien. Depuis les Grecs, les thèmes sont toujours les mêmes, l'amour, la mort, des choses voilà, d'ordre de la vie tout simplement. Et pour moi, l'intérêt du livre, c'était d'inventer une langue. Et je pense que la seule originalité, en restant modeste, du bouquin, c'est d'avoir réussi à essayer d'inventer ce que j'appelle la poésie païenne, parce que pour moi, le 18e, c'est ça aussi. C'est un mix entre la langue plus classique, on va dire, ou en tout cas une certaine poétique, et une langue d'aujourd'hui. Et pour les influences, elles sont évidentes. C'est des romans qui m'ont traversée, c'est des romans qui ont fait la femme que je suis, peut-être l'écrivain que je suis, parce que j'ai toujours du mal à dire que je suis écrivain, même ici en répondant à des journalistes, etc. Et même en ayant un livre en librairie. Et oui, c'est des références qui auraient pu m'écraser, mais en même temps, c'est des références qui me font en tant qu'humain, parce que la littérature, c'est un continent dans lequel l'humain se crée, se transforme, etc. Et c'est vrai que, de manière, c'est annoncé en exergue du premier chapitre. Momo, il dit un jour j'écrirai sur Les Misérables parce que c'est ce qu'on écrit toujours quand on a quelque chose à dire. Et oui, la trajectoire, il y a de l'hommage. J'espère qu'il n'y a pas de pompage, je ne pense pas, il y a de l'hommage, mais il y a surtout une envie de faire traverser tous ces personnages dans une société qui est celle d'aujourd'hui. Mais vous parliez de travail sur la langue. C'est en gros pour ça que vous êtes là. Ce travail très, très musical, en définitive. J'aimerais qu'on parle de ça. Comment, à la fois, vous voulez que quelque chose sorte de vous, et en même temps, moi, je sens tout le temps, malgré le côté lyrique, une retenue. Et pour moi, ce qui vous caractérise, et on ne le voit pas au premier coup d'œil, c'est la retenue. D'ailleurs, je pense que la retenue, ce n'est pas un hasard, c'est parce que dans votre vie et dans votre enfance, vous auriez voulu être retenu. Mais cette espèce de tension permanente entre ce qui semble être expectoré et ce qui est travaillé, avec, encore une fois, tout par deux. Et alors, il y a une contradiction incroyable, c'est que, vous savez, René Étiamble, qui était un grand professeur de littérature comparée, il se faisait appeler Étiamble, parce que sa mère l'avait prénommé René, et il trouvait qu'il y avait un hiatus. René et vous, Sophia Awin, il y a une sorte d'hiatus. Bon. Alors que vous êtes extrêmement sensible à la musicalité. Mais parlez-nous de cette façon de travailler. Comment vous faites? Est-ce que vous êtes à une table avec un crayon? Est-ce que vous êtes avec un ordinateur? Est-ce que vous écoutez de la musique? Ou est-ce que la musique que vous avez écoutée revient? Comment ça se passe? Je dis souvent que j'aimerais écrire comme une pianiste qui s'appelle Martha Argerich, qui est un génie du piano. Mes influences musicales, il y a une playlist à la fin du bouquin, vont de la sound music en passant par le hip-hop ou Glenn Gould, ce qui n'a absolument rien à voir. La musique de film. Je suis quelqu'un qui écoute énormément de musique, je suis quelqu'un qui vient du son, de la radio. Je dis d'ailleurs que la radio est ma mère parce que j'ai été élevée, je me suis élevée en tant que personne et même j'ai fait ma culture grâce à la radio populaire, hein, j'entends bien. Et j'ai eu, je pense que tout ce travail de son, etc. Et moi, souvent, j'ai eu mes meilleures idées dans le métro, par exemple. J'ai eu mes meilleures idées en allant au marché. Ça peut paraître débile, mais en fermant les yeux et quand on s'arrête auprès du métro Barbès, il y a tellement de sons, il y a tellement de choses intéressantes que j'ai essayé de capter tout ça. Il y a plein de langues, il y a des gens qui crachent, il y a les bruits de voiture. Il y a quelque chose de très polyphonique dans ce que vous écrivez. C'est ça. Mais le rapport avec la musique, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que vous avez presque des voix intérieures? Comment ça sort de vous? Vous me demandez si je suis schizophrène? Non. Comme un peu tout le monde. Non, je parlais de vos muses. Non, de mes muses. Mes muses, elles sont à la fois... je vis beaucoup avec les fantômes. Je suis très fascinée par le Japon.
Et les Japonais vivent beaucoup avec leurs fantômes et avec leurs morts. Et moi, je fais partie un peu de ces gens qui vivent avec leurs fantômes. Et souvent, oui, j'écris j'ai mes meilleures idées le matin au réveil. Alors, j'ai un attrape-rêve. Entre une idée qui vous vient et la façon de la coucher sur le papier, comme on disait, mais je ne sais pas, je vous ai posé la question, vous écrivez sur une feuille ou sur un ordinateur? Les deux. J'ai au moins une vingtaine de carnets, mais qui sont tous commencés et jamais finis. Il y en a que je perds. J'ai perdu plein d'idées dans les trains, dans une des idée, choses comme c'est ça. un premier jet, c'est ça? Non, la première fois que la langue d'Abad, le héros de mon bouquin, est arrivé, c'était un matin de juillet en 2013, et j'allais très mal. Et puis, elle est arrivée comme ça. Il a fallu que je fasse parler quelqu'un pour parler. J'étais tellement... je pense que c'était une période où la résilience de mon histoire d'enfance s'est arrêtée, parce que la résilience, à un moment, elle a ses failles aussi. Et j'ai eu tellement besoin de parler, je pense, pour exister, que cette langue, elle est née comme ça. Elle est née de ma propre tristesse, elle est née de mes propres béances, et en même temps, je voulais qu'elle corresponde à la fois à une langue d'aujourd'hui, et à une réconciliation entre le français qu'on peut voir. Il y a des vocables, par exemple, dans le bouquin qui sont empruntés à des copains qui vivent au Niger et qui m'ont raconté que certaines filles voilées en niqab dans les marchés de Niamey, on les appelait les Batman, par exemple. Il y a plein de choses qui sont du français d'ailleurs, d'ici et d'ailleurs. Les Barbapapa, Les Barbapapa, ça c'est moi. C'est mon humour un peu... c'est un livre à hauteur d'enfant. Il faut dire ce que ça désigne, les Barbapapa. Ça désigne les salafistes dans le livre. C'est un livre à hauteur d'enfant, et je voulais à la fois qu'il y ait un regard sur la société qui soit à hauteur de gamin, quoi. Et justement, c'était pour opérer une vraie distanciation avec vous, parce qu'il est quand même... C'est un ado de 13 ans qui vient du Liban, donc on n'est pas du tout sur une histoire maghrébine qui est très... à brûle-pourpoint, Barbès, Algérie, enfin... C'est quand même très, très ancré. Ouais. Et vous, vous prenez un peu le contre-pied. L'idée, c'était de dire, bon, c'est pas moi, en fait. Ce ne sont pas mes réflexions. Le héros, ce n'est pas moi. Alors que... sans tout déflorer, il fait un petit détour par l'aide sociale à l'enfance que vous avez connue dans votre propre... Au début, je voulais faire parler une femme. Je voulais faire parler des filles qui me ressemblaient, c'est-à-dire des filles, plutôt des filles de milieu populaire, plutôt d'origine effectivement maghrébine, etc. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour moi, j'ai essayé, c'était pourri. C'était sans intérêt, j'ai trouvé ça littérairement moche, littérairement pauvre. Ce mot m'est arrivé comme Antoine Doinel est arrivé dans ma vie, quoi. Et en fait, j'ai commencé à écrire avec un petit garçon, enfin en tout cas avec un préadolescent, et j'ai mis 2 ans à écrire des personnages féminins. Je n'arrivais pas à écrire des personnages de femmes. Et ce gamin, quand je le relis, des fois je relis mon livre en pleine nuit, c'est pas par égocentrisme, c'est pour me dire tiens, il est là, il existe. J'ai toujours du mal à croire qu'il existe. Mais c'est parce qu'il y a des choses tellement... Et j'ai envie de rester dans toute ma vie d'écrivain, si je peux dire que je suis écrivain. J'aime pas écrivaine et auteur et autrice, je trouve ça hideux. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais je veux rester dans ce premier étonnement comme de la naissance, de l'enfance, etc. Et ce gamin, sa langue, c'est ça. C'est un peu... il raconte ce qu'il voit à hauteur de gosse. Et tout ça est un étonnement. Et le rire, parce que c'est un roman, j'espère, drôle, en tout cas. Je ne sais pas si vous avez ri, j'espère. Bon, vu la tête d'Antoine Perrault, je ne sais pas trop. Mais, non. Mais me dérider prendrait une vie entière. Donc occupez-vous plutôt de la question. D'accord. Non, c'est un roman que j'espère un petit peu qui gratte. Mais et l'humour, c'est la politesse du désespoir, quoi. Dans un quartier justement, vous appuyez sur l'humour, mais là, ce que vous dites sur... je ne sais pas si... Vous l'avez répété à plusieurs reprises, je ne sais pas si je suis écrivain. Est-ce que c'est une question de légitimité, de se dire le monde des lettres n'est pas pour les gens comme nous, ou c'est par pure... coquetterie ou modestie? Non, je ne suis pas une fausse modeste ou quoi que ce soit. C'est une histoire de vie, c'est une histoire de parcours d'enfant. C'est-à-dire que 20 ans de placement, s'en sortir par ce qu'ils appellent la résilience, plus des études, de lettres, etc.
Je suis rentrée à la radio parce que quelqu'un un jour m'a fait confiance et j'y suis restée par la force du travail aussi. Arrêtée un jour parce que on se sent plus à sa place. La lutte des classes existe toujours. C'est le principal virus de la France. Hein. Moi, c'est ce que je dis souvent. Et un jour, l'écriture me rattrape. Et je repense à cette phrase de mon père que j'ai revue un jour à République, un soir. Un père qui n'a jamais été là. Un père qui m'a placée quand j'avais 1 an à l'aide sociale à l'enfance. Et un père qui m'a dit un jour, quand tu étais petite, tu as rencontré Françoise Dolto, elle a dit que tu écrirais des livres. Donc au moment où j'ai cherché la légitimité, comme beaucoup de gamins issus de milieux populaires ou d'autres, hein, l'autocensure est une maladie. Et l'autocensure, ça veut dire avoir des désirs, mais les avorter tout seul, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Je ne sais pas si c'est très clair. Parce que personne ne nous a donné, en tout cas, la force. La légitimité, effectivement, mais cette phrase, elle est venue comme une sorte de pansement, mais il fallait que je sache si c'était vrai. Donc j'ai commencé une vraie enquête sur mon histoire, que je ne connaissais pas, parce qu'avoir 20 ans de placement, c'est vivre avec la honte d'être un enfant placé, c'est vivre dans une famille issue d'Afrique du Nord sans la transmission d'une certaine culture, c'est vivre avec des trous, c'est vivre avec des failles, c'est vivre dans un manque de reconnaissance identitaire, c'est vivre dans une sorte de grand bain comme ça, où vous vous noyez perpétuellement. Et l'écriture, en fait, elle est née, elle a jailli comme ça. Et j'avais besoin de savoir si mon père, le seul héritage positif que j'avais eu de lui, à part mon visage, hein, c'est pas positif ou négatif, j'ai plus à penser que c'est négatif quand je me regarde dans la glace. Mais je lui ressemble beaucoup, mais avec des seins, c'est souvent ce que je dis. Mais en tout cas, j'avais besoin de savoir si cette phrase était vraie. Et un jour, j'ai voulu ouvrir mon dossier de placement juste pour voir si Dolto avait pu prononcer cette phrase et si j'avais pu la rencontrer. Et en fait, c'était pour savoir si j'étais écrivain. Donc, au-delà de savoir si j'avais eu une enfance de merde, parce que je le savais déjà, c'était pour vérifier si j'avais rencontré Françoise Dolto. Donc, un jour, j'avais mon livre, je n'arrivais pas à le terminer. Il arrivait, il était ancré dans le 18e, c'était ce gamin qui parlait, etc. Et un jour, donc, j'ai fait la démarche de demander d'avoir accès à mon dossier de placement. Et le jour où je suis arrivée, c'était le 30 mai 2017. La première question que j'ai posée à la dame du département des Hauts-de-Seine des archives de l'aide sociale à l'enfance, c'était « Est-ce que j'ai rencontré Dolto ?» Elle était derrière ses grosses lunettes, derrière son gros bureau, puis elle feuilletait, elle me dit « Ah oui, je crois que j'ai vu ça quelque part. » Et oui, effectivement, il y avait écrit « Sophia voit Madame Dolto depuis 3 mois. Elle a arrêté de faire des cauchemars. » Donc effectivement, je me suis dit « Peut-être que cette phrase a été prononcée. » Mais au-delà de cet oracle de la Piti Dolto, voilà, et c'est pour vous répondre que même malgré ça, je crois que c'est un travail que je dois faire sur moi en fait. Mais c'est pas de la fausse modestie, non. Ce livre grouille de trop-plein et de vide. C'est ça qui est formidable, je trouve. Et il y a un passage, c'est intéressant d'ailleurs, c'est le 13e chapitre, « Nos pères », où vous parlez du silence. La principale religion à la maison s'appelle le silence. Pour éviter les problèmes et espérer être un peu heureux, la tactique à employer est de fermer sa gueule, baisser la tête, raser les murs. Et donc, etc. L'écriture est pour vous une façon de sortir du silence. Et néanmoins, le silence ne cesse de vous ramener à lui. On le sent dans le livre, quand vous parliez des morts, il y a un homme qui a vécu près d'un cimetière et qui parle de la vie des morts et du silence éternel. Enfin. Et donc, il y a là aussi une tension. Et moi, je trouve que l'art naît de tension. On l'a vu à propos d'une langue qui surgit et qui est maîtrisée. Mais il y a une autre tension qui me plairait de vous entendre analyser, c'est la tension entre le silence et la parole. C'est la tension d'un petit garçon c'est le silence auquel est confronté un petit garçon dont le père est arraché à son pays et qui arrive dans un autre pays où son identité est explosée. C'est le silence de l'exil. On appelle ça, les Brésiliens parlent de la saudade, les Algériens parlent de la nostalgie, on appelle ça la khorba d'ailleurs. C'était d'Ahmed El Harachi qui a chanté cette nostalgie.
Et le silence auquel est confronté le gamin, c'est le silence d'un père explosé par la vie, quoi. Et moi, j'ai été confrontée au silence de la solitude d'un enfant placé. Donc c'est ce manque de transmission d'histoire, c'est la béance de l'identité, c'est beaucoup de choses. Et à la fois par la fureur aussi d'une histoire que j'ai découverte sur le tard, une histoire difficile, que bizarrement j'ai racontée à la radio pour pouvoir ancrer mon histoire dans les archives de l'INA. Avant, je disais, quand on a été un enfant placé, on vit avec la honte. Et quand j'ai commencé la radio, je me suis dit, un jour je sais que je raconterai mon histoire à la radio. La première fois que je suis retournée en Algérie avec ma grand-mère, j'y suis retournée avec un petit magnétophone et j'ai fait une émission pour France Inter. Et j'avais besoin, pour sortir de la honte de cette histoire, pour sortir de du manque de j'allais dire, je n'avais pas de terre, je n'avais pas de maison d'enfance. Histoire de trouver la radio, ou la littérature, c'était un endroit où poser mon identité. Et quand j'ai fait ces émissions-là pour raconter un bout de Sophia Aouine posé dans les archives de l'INA, c'était une manière de sortir de la honte. Je disais souvent, j'ai passé 20 ans de ma vie dans les archives de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, avant dans d'autres archives qui sont moins reluisantes, que j'évoquerai pas ici. Et je me dis, 20 ans de ta vie, c'est toute ta vie, donc maintenant il faut poser ton histoire dans d'autres archives. Et les poser à la radio, les raconter à la radio, c'était les poser en dehors de la honte, et c'était les mettre dans les archives d'une autre histoire de France, vous voyez. Et ce gamin, il me représente, de toute manière, j'ai relu le roman, mon ADN est dans tous les mots, dans toutes les pages. Ça m'a échappé, et c'est ça qui est intéressant, parce que moi je suis pas une ennemie de l'autofiction, mais je pourrais pas raconter mon histoire de manière brute, je ne pourrais pas écrire Orléans, par exemple. Mais pour vous répondre... les silences et le trop-plein, c'est 100% la définition de l'exil, je pense. Eh bien, c'est précisément sur cette notion, et c'est bien plus qu'une notion, sur l'exil, que nous terminons ce tire-ta-langue. Merci beaucoup d'être venu nous voir, et je conseille vivement la lecture de ce premier roman éclaté, d'une énergie absolument incroyable, Rhapsodie des oubliés. Merci, Sophia.